chance exceptionnelle d'avoir quelqu'un d'extraordinaire avec nous. Oui, alors quand je lui ai demandé, je lui ai dit alors comment tu penses qu'on peut te présenter comme ça, comme un artiste, un scientifique et puis un homme de terrain. Il dit oh ça dépend, j'ai vraiment beaucoup de casquettes. Là récemment on l'a présenté comme le dernier, dans le Lancet, le grand journal médical anglais, comme l'un des derniers chirurgiens généraux. Bon alors on peut aussi le présenter comme ça, voilà. Mesdames et messieurs, l'un des derniers chirurgiens généraux. Michel Audin. Moi, je veux dire que voilà, le premier contact que j'avais avec lui, c'était à travers un livre qui s'appelait Genèse de l'homme écologique, qui date déjà d'il y a, tu vois, 25 ans. Ses références y étaient multiples. Il se référait aussi bien à la révolution chinoise qu'à Ivan Illich, celui de Cuernavaca, enfin, il avait toutes sortes de références, mais le public français le connaît mieux à travers ce qu'il a fait à la maternité de Pithiviers, puisque c'est là que pendant des années, il a aidé des femmes à accoucher dans l'eau, souvent, pas uniquement, mais c'est peut-être... je ne sais pas exactement de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mais peut-être que tu vas évoquer l'aspect aquatique de ton métier. Voilà, Michel Audin. Une petite chose aussi sur Michel, je voudrais vraiment préciser que Michel a donné une conférence à Brighton en Angleterre hier entre midi et 1h. Il a pris le train, il est arrivé ici cette nuit un peu avant minuit. Et il doit être ce soir à Plymouth parce qu'il donne une conférence toute la journée. Juste pour dire qu'il y en a qui vraiment donnent beaucoup et on le remercie d'être là parce qu'il s'est cassé en 10 pour être là. Michel Audin, merci. Jim Nolman nous a rappelé il y a quelques minutes que les scientifiques, comme les artistes, sont des gens qui posent des questions. Eh bien, ce matin, nous allons exercer notre esprit scientifique et nous allons prendre pour point de départ une question. Une question simple, une question qui aurait sans doute paru bizarre et même farfelu il y a une vingtaine d'années, par exemple. Cette simple question, c'est « Sommes-nous des chimpanzés marins ?» Il est facile en quelques minutes de répondre à la première partie de la question. En fait, c'est une double question. D'abord, sommes-nous des chimpanzés? Eh bien, si nous tournons vers les généticiens, la réponse est simple, sans ambiguïté. Oui, nous sommes des chimpanzés, nous appartenons à la famille des chimpanzés. On pourrait même dire que pour les généticiens, il est difficile de distinguer Homo sapiens, ce que nous sommes, et les autres chimpanzés. La distance génétique entre nous et les autres chimpanzés est plus petite, par exemple, que la distance génétique entre les gorilles et les chimpanzés, ou même la distance entre deux espèces de gibbons. Donc, il est facile de répondre à la première partie de la question. Nous nous concentrerons sur la deuxième partie, qui est notre possible caractère marin. Là encore, nous devons nous tourner vers la biologie moléculaire pour formuler la question. La biologie moléculaire nous apprend, et c'est admis aujourd'hui, que nos ancêtres se sont séparés des autres chimpanzés récemment, sur le plan de l'évolution, 6 millions d'années, c'est très récemment. Nous savons que les autres chimpanzés se sont adaptés à un environnement bien précis. Le chimpanzé commun s'est resté adapté à la vie dans les arbres. Le chimpanzé pygmée, le bonobo, est resté adapté au marécage du continent africain. Mais la question, c'est à quel environnement nos ancêtres, les hominidés, se sont adaptés de telle façon à ce que nous soyons devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Jusqu'à une date récente,
dans les milieux académiques, on transmettait un peu par tradition, sur la base de vieilles données paléontologiques, que nos ancêtres s'étaient adaptés à la savane. C'est la théorie de la savane. C'est-à-dire que nos ancêtres, après s'être séparés des autres chimpanzés, se sont adaptés à de larges plaines ouvertes où ils vivaient au milieu d'herbivores, au milieu de mammifères herbivores. Cette théorie de la savane est encore souvent imprimée dans nos esprits, et pourtant il est de plus en plus difficile de la soutenir. D'abord parce qu'aujourd'hui, on sait dater le pollen et l'arrivée des herbivores, et on s'est aperçu qu'en fait les hominidés, nos ancêtres, ont plus ou moins précédé la savane. Et puis en plus, lorsqu'on réfléchit aux différents caractères qui distinguent Homo sapiens des autres chimpanzés, on s'aperçoit qu'il est difficile de les expliquer le plus souvent par une adaptation à ces grandes plaines ouvertes au milieu d'herbivores. Nous reviendrons sur ces différents caractères. Il est donc judicieux, à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, de faire ressurgir une conception de l'émergence de Homo, de notre espèce, une conception qui avait déjà été introduite en 1960 par un professeur de biologie marine d'Oxford, qui était le professeur Alister Hardy. Alister Hardy, une fois, par hasard, lut un commentaire selon lequel il y a quelque chose d'étrange lorsqu'on dissèque la peau d'un gorille ou de chimpanzé, c'est qu'il n'y a pas de couche de graisse attachée à la peau. Apparemment, c'est un petit commentaire anodin, c'est une comparaison avec notre espèce. Vous savez que lorsqu'on dissèque un être humain, lorsqu'on coupe la peau d'un être humain, il y a une couche de graisse attachée qui fait partie de la peau. Pour Alister Hardy, qui avait l'habitude de disséquer des mammifères marins, ça lui est arrivé de disséquer des mammifères marins, il a eu immédiatement une espèce de ha-ha, une espèce de révélation. Il dit, tiens, mais c'est bizarre. Ça, c'est un point commun avec les mammifères marins. Et de là, il a été un peu plus loin. Il s'est dit, puis nous avons perdu nos poils, nous sommes nus. C'est aussi bizarre. Et ça, c'est aussi un point commun avec les mammifères adaptés au milieu aquatique. Et puis, de là, il est passé au bipédalisme, la forme de notre corps, les membres inférieurs sur le même alignement que la colonne vertébrale. C'est aussi un point commun avec les cétacés. C'est ainsi qu'à l'époque, dans New Scientist, en 1960, il a déjà proposé que peut-être notre espèce était une espèce de... Nous appartenons à des primates, à un groupe de primates, qui s'étaient adaptés à une certaine phase de l'évolution, à un milieu semi-aquatique. Mais à l'époque, il était prudent, comme un véritable scientifique. Il ne voulait pas aller plus loin. Il disait, nous devons attendre peut-être d'autres données qui peuvent être apportées par la découverte de fossiles dont nous ne disposons pas encore aujourd'hui. Donc après, il a préféré changer de sujet, attendre et ne plus revenir lui-même sur ce sujet. Heureusement, une femme écrivain britannique, qui écrit surtout dans les domaines de sciences populaires, a su garder vivante cette théorie, a su la mettre à jour, et par l'intermédiaire de ses livres, par l'intermédiaire de séminaires qu'elle a organisés, eh bien, constamment, elle nous a rappelé qu'il y avait sans doute quelques vérités dans ce qu'avait proposé Sir Alister Hardy vers 1960. Elle a en particulier organisé des séminaires pour mettre à jour cette théorie. J'ai participé au séminaire de Southampton en 1992. J'ai participé au dernier séminaire près de San Francisco
en 1994. À ce séminaire, il y avait un biologiste marin de Vancouver, il y avait un physiologiste australien qui est spécialisé dans le métabolisme de l'eau et du sel, il y avait Michael Crawford, un nutritionniste britannique qui sait tout sur la façon dont les lipides s'incorporent au cerveau en développement, et qui connaît bien les besoins pour le cerveau humain d'une certaine famille d'acides gras appelés oméga 3. Et à ce même séminaire, j'ai apporté ma propre contribution en tant que médecin, et c'est dans ce contexte que pour la première fois, j'ai présenté une maladie humaine assez mystérieuse, d'une façon nouvelle. Cette maladie humaine que j'appelle la maladie humaine primaire, c'est les prééclampsies ou éclampsies. Les femmes qui ont eu des bébés savent que lorsque vous allez à une consultation prénatale, on vous prend la pression artérielle, on met un petit bâton dans les urines. Pourquoi? Pour déceler les premiers signes de cette maladie. Je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que j'ai présenté cette maladie comme une sorte de situation de conflit qui se crée lorsque le fœtus demande un peu trop à sa mère, plus que ce qu'elle peut apporter. Et chez l'être humain, en développement, la priorité, c'est le développement du cerveau. Eh bien, le bébé humain demande en particulier une certaine famille d'acides gras pour se développer. Certaines mères ont des difficultés à apporter cela à leur bébé, mais elles y arrivent, quoi qu'il arrive, elles y arrivent. Mais au prix, quelquefois, d'une maladie, qu'est cette prééclampsie. Voilà comment je l'ai présenté. En quelque sorte, j'ai présenté les prééclampsies et éclampsies comme le prix que certains humains ont à payer pour avoir développé un volumineux cerveau, alors que les besoins nutritionnels ne sont pas toujours parfaitement satisfaits, et même alors que nous sommes, la raison c'est sans doute parce que nous sommes plus ou moins séparés de la chaîne alimentaire marine. Donc voilà un petit peu le contexte qui permet aujourd'hui de regarder l'émergence de l'être humain et donc la nature humaine d'un œil nouveau. Alors comment peut-on, en quelques mots, résumer ce que peuvent être, à la fin de 1999, les bases de ce qu'on appelle couramment, pour simplifier, the Aquatic Ape Theory, la théorie du primate aquatique. La théorie selon laquelle l'être humain est une sorte de chimpanzé qui, à certaines phases de l'évolution, s'est adapté à la côte, ayant à sa disposition à la fois des aliments venant de la terre et des aliments venant de la mer. Alors comment peut-on aujourd'hui, rapidement, expliquer les bases d'une vision nouvelle, mais dont nous avons besoin, nécessaire, parce que les théories anciennes doivent être oubliées, ont dû être annulées les unes après les autres, à cause de la biologie moléculaire, à cause des possibilités que nous avons aujourd'hui de dater des éléments comme le pollen, et aussi parce que ce qu'attendait Sir Alister Hardy est arrivé, bien que ce n'ait pas été très remarqué, c'est que les paléontologistes ont découvert d'autres ancêtres de l'être humain, et on a souvent méconnu, on n'a pas insisté sur les circonstances de découverte de ces fossiles. Vous avez tous entendu parler de Lucie, Australopithecus afarensis. Les os de Lucie, ils ont près de 3 millions d'années, eh bien, ont été trouvés, et ça a été signalé, mais pas souligné, ont été trouvés dans le sable, au milieu de pattes de crabe, et au milieu d'œufs de crocodile et de tortues. L'un de ceux qui ont participé à la découverte de ces fossiles a même sous-entendu, d'ailleurs c'est un Français, c'est Coppens, a dit sans doute que Lucie est morte noyée ou mangée par les crocodiles. Mais ce qui est amusant, c'est que cet universitaire, 2 pages plus loin, nous rappelle que l'être humain s'est adapté à la savane. Il y a des choses assez bizarres, il est difficile de se débarrasser des synthèses anciennes, même lorsqu'il y a des données nouvelles.
À une autre phase de notre évolution, eh bien, on peut mentionner un fait récent, dont vous avez sans doute entendu parler. On a trouvé récemment, en Afrique du Sud, les traces les plus anciennes, les empreintes les plus anciennes de pieds d'humains modernes, de Homo sapiens sapiens, tels que nous sommes, datées d'environ 117 000 années, donc c'est très, très récent, très récent. Eh bien, ces empreintes ont été trouvées dans une lagune, c'est-à-dire dans une dépendance de la mer, là encore dans un milieu très, très aquatique. Donc il s'est passé des faits nouveaux depuis 1960. Sir Alès Hardy avait sans doute raison d'être prudent, qui fait qu'aujourd'hui, il nous est possible de résumer ce que peuvent être, en novembre 1999, et toujours préciser à quel moment nous parlerons, parce que dans 3 ou 4 ans, il y aura des éléments nouveaux, ce que peuvent être les bases de cette vision de l'être humain en tant que chimpanzé adapté à la côte. En fait, les bases de cette vision, c'est le fait que, bien que génétiquement nous soyons des chimpanzés, nous sommes des chimpanzés génétiquement, en fait, il y a des douzaines de caractéristiques, des dizaines de caractéristiques qui, de toute évidence, nous séparent de nos cousins. Eh bien, lorsqu'on prend ces caractéristiques les unes après les autres, on perçoit que toutes sont compatibles avec une adaptation à un milieu semi-aquatique. On peut commencer par ce qui est visible. Je ne ferai pas une étude complète parce que ça nous demanderait des journées. On pensait qu'on a fait des séminaires là-dessus. Mais commençons par ce qui est visible. Regardez un chimpanzé, regardez un être humain, comparez, immédiatement vous notez par exemple que le chimpanzé n'a pas de nez. Il y a des narines, c'est 2 trous, c'est 2 orifices. L'être humain a un long nez. C'est bizarre. C'est bizarre, mais en fait, l'être humain n'est pas le seul primate qui a un long nez. Il y en a un autre qui est connu pour cela. C'est le Proboscis manqué de Bornéo. Un primate qui, génétiquement parlant, va être très, très différent des êtres humains. Mais il a un faciès très humain. Ce primate, Proboscis, ça veut dire long nez. Et ce primate a des comportements tout à fait particuliers. Lorsqu'il est menacé par le léopard, qui est son prédateur, eh bien, il s'échappe en nageant dans la mer. C'est un singe nageur, c'est un singe adapté à la côte. Or, ce singe, ce primate, ce Proboscis manqué, a une allure extrêmement humaine, et même une tendance à se tenir debout, à marcher, malgré la distance génétique. De là, passons à une autre caractéristique qui est évidente, et même peut-être la plus intrigante, c'est la taille de notre cerveau. Pensez que notre cerveau est 3 ou 4 fois plus volumineux que le cerveau de nos cousins les plus proches, ceux de la même famille. C'est bizarre, c'est intriguant, et c'est seulement récemment, au cours des années 1990, que l'on a vraiment réalisé que pour interpréter cela, il fallait interroger certains nutritionnistes, et ils nous apprennent que volumineux cerveau veut dire des besoins particuliers en certaines familles de lipides. En particulier en une famille, s'il y a des biochimistes, je peux dire des acides oméga-3 polyinsaturés, certaines familles de lipides, d'acides gras, qui sont en fait préformés et abondants seulement dans la chaîne alimentaire marine. Et les nutritionnistes peuvent nous faire remarquer que lorsqu'on compare des mammifères adaptés à la mer avec leurs cousins adaptés à la terre, celui qui est adapté à la mer a toujours un cerveau beaucoup plus volumineux. Ainsi, les phoques ont des cerveaux plus volumineux que leurs cousins, les chiens ou les loups. Ainsi, les vaches de mer ont des cerveaux plus volumineux que les cousins herbivores terrestres. Et c'est ainsi aussi que les seuls mammifères dont le cerveau puisse peut-être comparer au cerveau humain par son volume et sa complexité, c'est le cerveau des cétacés, c'est-à-dire aussi des mammifères adaptés à la mer.
Voilà un autre point majeur pour lequel on n'a pas d'autre explication actuellement. Cette explosion de notre cerveau, ce développement énorme de notre cerveau, on n'a pas d'autre explication que des besoins nutritionnels particuliers, et des besoins nutritionnels qui ne peuvent être totalement satisfaits que s'il y a accès à la chaîne alimentaire marine. Ils peuvent être satisfaits indirectement par la chaîne alimentaire terrestre, mais c'est plus difficile. Continuons notre revue des caractères qui distinguent l'être humain des autres chimpanzés. Bien, il y en a qui sont discrets, on risquerait de les oublier. Ils n'ont pas été pris en compte souvent dans le passé pour essayer de comprendre nos origines. Vous savez que pour exprimer nos émotions, nous avons des larmes. Nous avons des glandes à sel. C'est très bizarre. Habituellement, les glandes à sel signifient adaptation à la mer. C'est très bizarre pour des mammifères terrestres. Par exemple, les crocodiles de mer pleurent. Les serpents de mer ont des glandes à sel. Les oiseaux de mer ont des glandes à sel. Les phoques pleurent constamment. Apparemment, ces glandes à sel, ces larmes sont des vestiges qui correspondent à une adaptation à la mer qui permettent un certain degré d'élimination d'un excès de sel, des vestiges. Continuons notre vue. Aucun des caractères en soi ne peut convaincre nos origines semi-aquatiques, mais l'important, c'est que si on les met ensemble, eh bien, aucun n'est incompatible avec cette interprétation, ou même tous sont hautement compatibles. Prenons par exemple maintenant notre thermorégulation. Comment pouvons-nous nous adapter à un environnement qui est froid? Lorsqu'il fait froid, qu'avons-nous à notre disposition? Eh bien, pour des mammifères terrestres, il est bizarre, bien entendu, que nous n'ayons pas de poils couvrant le corps. Je crois qu'il y a 193 espèces de primates sur cette terre, et 192 autres espèces de primates sont couverts de poils. Eh bien, le fait d'être nu, apparemment, cela signifie adaptation à un milieu aquatique. C'est un point commun avec les cétacés, par exemple. Et c'est un point commun même avec certains mammifères semi-terrestres, comme les rhinocéros, comme les éléphants, mais qui sont très aquatiques. Et puis, aussi, bien sûr, si nous n'avons pas de fourrure, nous n'avons pas de poils qui nous permettent de nous défendre quand il fait froid. Par contre, nous avons une couche de graisse, et ça c'est le point de départ de la théorie, attachée à notre peau. De toute évidence, c'est la façon qu'utilisent les cétacés, certains mammifères marins, pour s'adapter à une température froide. Et s'il fait chaud, qu'avons-nous à notre disposition? Eh bien, s'il fait chaud, nous émettons de la sueur. C'est-à-dire que nous vidons notre corps d'eau et de sel. C'est un mécanisme apparemment extrêmement coûteux. Certains biologistes ont dit que c'est une erreur de la nature. Mais ça cesse d'être une erreur de la nature si on admet que l'être humain, au cours de l'évolution, s'est adapté à la côte, c'est-à-dire un environnement où il y a de l'eau et du sel à notre disposition, absolument sans aucune restriction. Changeons de sujet, passons par exemple, je ne vais pas passer tout en revue, j'en donne quelques exemples simplement, nos comportements sexuels. Parmi les mammifères terrestres, le comportement le plus habituel au cours de l'accouplement, c'est le mâle qui aborde la femelle par derrière. Dans la plupart des cultures humaines, la copulation se fait face à face. Eh bien, là encore, il s'agit d'un comportement que nous avons en commun avec les cétacés. Les cétacés copulent face à face. En plus, l'être humain est orgasmique, c'est-à-dire que l'accouplement s'accompagne de réactions émotionnelles intenses.
C'est assez bizarre dans le cadre des primates. Habituellement, les primates, ça coupe très rapidement, quelques secondes. Il n'y a pas de réaction émotionnelle visible. Là encore, il s'agit d'un point commun avec les cétacés. En fait, il y a une toute petite exception parmi les primates. C'est un chimpanzé particulier, le bonobo, le pygmée chimpanzé, qui semble-t-il, c'est même certain puisqu'il y a des documents photographiques, les bonobos copulent souvent face à face. Et ils sont orgasmiques. Il y a même eu l'enregistrement des cris d'une femelle pendant l'accouplement. Ils sont orgasmiques. Or, ces bonobos sont des chimpanzés tout à fait particuliers, puisqu'ils sont adaptés au marécage, à l'eau, ils n'ont pas peur de l'eau, et même on les a vus nager. Changeons de sujet. Bien entendu, il y a aussi un trait, une caractéristique humaine qui est évidente au premier abord, c'est que nous sommes verticaux, nous nous tenons debout. C'est le bipédalisme. Le bipédalisme, c'est vraiment ce qui nous distingue de beaucoup de mammifères terrestres. Eh bien, on a pu faire remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de façons d'expliquer comment on a pu passer au bipédalisme. Ce n'est pas une solution qui a été adoptée dans la savane par d'autres mammifères, par exemple, mais que par contre, tous les mammifères qui se retrouvent dans l'eau peu profonde peuvent facilement se verticaliser et marcher dans l'eau. Vous savez qu'un bébé humain peut marcher dans de l'eau avant de pouvoir marcher sur la terre ferme. Et on peut penser que l'humanité a appris à marcher en cherchant sa nourriture sur la côte, dans l'eau, en marchant dans l'eau. On peut encore introduire une autre caractéristique de l'être humain, c'est la forme de notre main. Vous savez que la main, c'est quelque chose d'important chez l'être humain, la façon dont nous utilisons notre main. Eh bien, notre main a quelque chose de particulier. C'est une espèce de palme, ici, entre le premier et le deuxième doigt. Une espèce de palme que n'ont pas les autres chimpanzés. Or, une palme, bien entendu, c'est tout à fait compatible avec l'adaptation à un milieu semi-aquatique. On pourrait faire les mêmes remarques à propos du pied. Dans notre espèce, le premier orteil et le deuxième orteil sont attachés par une sorte de palme. Et puis on pourrait ajouter que l'une des particularités congénitales les plus fréquentes chez les êtres humains, on ne veut pas dire malformation, c'est une palme, je suis certain que dans cette salle, il y a plusieurs personnes comme cela, c'est une palme entre le deuxième et troisième orteil. Or, lorsqu'un caractère, une anomalité est une addition, cela signifie que sans doute elle a joué un rôle à une certaine phase du processus évolutif. Continuons, si vous le voulez, notre revue des dizaines de caractères qui séparent, qui distinguent Homo sapiens des autres chimpanzés. Certains sont relativement subtils ou difficiles à déceler ou à introduire, ou il est difficile d'y penser. Par exemple, si nous regardons notre formule sanguine, eh bien, nous avons des taux d'hémoglobine, c'est-à-dire de pigments rouges sanguins, qui sont élevés pour des mammifères terrestres. Par rapport aux autres primates terrestres, nos taux d'hémoglobine sont très, très élevés. Mais c'est un point commun avec les mammifères marins. Par contre, notre nombre de globules rouges par millimètre cube est comparativement faible par rapport aux autres chimpanzés. Nous avons 5 millions de globules rouges par millimètre cube. Ben là encore, ça nous rapproche plutôt des cétacés, des mammifères marins, des mammifères adaptés à la mer, que des mammifères humains. Je n'ai pas envie de continuer cette liste qui pourrait être très longue, et je pense que déjà ça peut suffire pour montrer que jusqu'à présent, il y a beaucoup de facteurs
qu'on n'avait pas pris en compte pour essayer de comprendre la nature humaine. Je pense que là suffit pour, soudain, surtout dans un environnement comme ici, dans un public comme ici, cela est suffisant pour comprendre que cette aquatic ape theory est nécessaire actuellement. Elle est utile. Elle est là pour remplacer toutes les autres théories qui ne peuvent pas survivre, qui n'ont plus de valeur, qui sont balayées par des données scientifiques nouvelles. Cette théorie est utile, et comme toutes les théories utiles et qui apportent quelque chose, elle est fructueuse. Elle permet une certaine créativité. En nous donnant une nouvelle vision de l'être humain, elle nous permet d'aller plus loin. Je vais vous donner un exemple d'un des effets qu'a eu sur mes occupations. La connaissance ou la prise de conscience de ce qu'apportait l'Aquatic Ape Theory, sans avoir rencontré Hélène Morgan, sans avoir participé à ses séminaires, sans avoir lu dès 1982 les Aquatic Ape, eh bien, je n'aurais peut-être pas pensé à entreprendre une étude sur la nutrition des femmes enceintes que j'ai commencée en 91-92 dans un hôpital de Londres. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails là-dessus, mais simplement dire que nous avons comparé deux groupes de femmes enceintes dans un hôpital londonien tout à fait conventionnel, et un groupe pris au hasard avait la possibilité de parler avec moi pendant une demi-heure de nutrition. Et pendant cette demi-heure, eh bien, j'introduisais un sujet. Je disais, maintenant, le cerveau du bébé est en train de grandir très vite, de se développer très très vite. Il a des besoins particuliers. Eh bien, ça suffisait pour induire beaucoup de questions. Les femmes enceintes, et les pères aussi d'ailleurs, sont très curieux lorsqu'on parle du développement du cerveau de leur bébé. Et cela conduisait à dire, en quelque sorte, que si vous aimez le poisson de mer, si vous aimez les sardines, les maquereaux et les harengs, eh bien, ce n'est pas le moment de vous en priver. C'est une espèce de garantie que les besoins nutritionnels de votre bébé seront satisfaits. Eh bien, cette étude pilote que j'ai fait en 91-92, avec un nombre relativement modéré, 500 femmes dans le groupe d'études, 500 femmes dans le groupe contrôle, a permis de montrer que le simple fait de parler de cela permettait d'améliorer de façon significative les statistiques périnatales, c'est-à-dire réduire le taux de prématurité, réduire le taux d'éclampsie, de pré-éclampsie, augmenter le périmètre crânien moyen des bébés, et le périmètre crânien à la naissance est un marqueur du développement cérébral parce que le crâne d'un nouveau-né n'est pas rigide comme le crâne d'un adulte. Le poids moyen était un peu plus élevé aussi des bébés. Voilà en gros l'étude pilote avec 500 dans le groupe contrôle, dans le groupe d'études, tel qu'on l'a publié dans European Journal of Obstetric and Gynecology. Mais ça ne suffisait pas, et c'est pourquoi nous avons complété par une étude multicentre, avec 2 hôpitaux britanniques, une pratique de sage-femme en Hollande, et puis aussi un petit hôpital français. Nous avons répété la même étude, mais cette fois avec différentes personnes pour les interviews. La première étude pilote, j'avais interviewé moi-même tout le monde. Là, maintenant, je ne fais que coordonner. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, parce que les interviews sont terminées, mais les dernières femmes qui vont accoucher et qui ont été interviewées, qui ont pu parler de cela, mettront leur bébé au monde en février. Donc, nous en reparlerons peut-être dans l'avenir. Je vous signale ça simplement pour montrer que cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon de comprendre l'être humain, eh bien, elle a des implications pratiques. C'est une théorie fructueuse. Et une théorie est utile lorsqu'elle est fructueuse. On peut, après avoir passé en revue ce qui caractérise l'être humain et ce qui nous rapproche des mammifères
adapté à un environnement aquatique, on peut se poser des questions. On peut se demander comment fait-il que pendant des millénaires, des philosophes, des écrivains, des philosophes, des scientifiques ont disserté sur la nature humaine sans s'interroger sur nos relations avec l'eau. C'est un phénomène nouveau. On peut se poser des questions, mais on peut aussi, soudain, avoir de nouvelles interprétations ou un nouvel intérêt pour certains comportements humains qui, a priori, peuvent paraître bizarres ou intrigants. Par exemple, le fait que, pendant le travail, beaucoup de femmes sont, de toute évidence, attirées par l'eau. C'est ainsi que, dans les années 70, après avoir entendu beaucoup de femmes pendant l'accouchement, qui disaient « est-ce que je peux avoir une douche, est-ce que je peux avoir un bain ?» Eh bien, c'est ainsi que j'ai été dans un magasin de sport de la ville de Pithiviers. J'ai acheté une petite piscine gonflable de jardin. Et on a trouvé un espace dans la maternité pour cette piscine gonflable. Et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire des piscines de naissance dans les hôpitaux. Et puis on peut interpréter après ce que nous avons observé, lorsque nous avons eu ces piscines d'accouchement à notre disposition. Bien entendu, c'était avant tout cet attrait pour l'eau, dans des circonstances tout à fait particulières. Quand une femme est en train d'accoucher, eh bien on sait, on comprend qu'à ce moment-là, elle a tendance à mettre son intellect au repos. Elle a tendance à aller sur une autre planète. Les femmes qui ont eu des bébés par elles-mêmes savent qu'elles ont tendance à se couper du monde. On dit qu'elles réduisent l'activité de leur néocortex. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus spontanées, beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes. Et elles ont tendance à oublier ce qu'elles ont lu, ce qui est culturel, etc. Donc il est intéressant que c'est dans ces circonstances que beaucoup de femmes ont manifesté leur attrait pour l'eau. Beaucoup de femmes qui, auparavant, avant d'être enceintes, avant d'être en travail, n'avaient jamais exprimé d'une façon ou d'une autre leur intérêt pour l'environnement aquatique. Et puis ce que nous avons appris tout de suite, je ne vais pas en dire plus sur la naissance elle-même, mais ce que nous avons appris, ce que nous avons remarqué, c'est que lorsqu'une femme avait un accouchement qui était un peu long, un peu difficile, douloureux, qu'elle était à un stade où elle disait « s'il vous plaît, faites quelque chose, donnez-moi une piqûre, faites-moi une piqûre ». Eh bien, ce qu'on pouvait faire à partir de ce moment-là, c'était l'introduire dans la piscine, dans la salle de naissance aquatique. Ce qui fait qu'elle pouvait écouter le bruit de l'eau. Elle pouvait voir la belle eau bleue remplir la piscine. À un certain moment, on a peint les murs en bleu avec des dauphins sur les murs. À partir de ce moment-là, la question n'était pas quand est-ce que vous allez me faire une piqûre, c'était avant l'ère de la péridurale, à ce moment-là, c'était une injection simplement de dolosal. La mère ne demandait plus quand allez-vous me faire une piqûre. La question devenait soudain combien de temps faut-il pour remplir la piscine. Et la première observation que nous avons faite, c'est que cette période pendant laquelle la femme anticipe l'entrée dans l'eau, eh bien c'est déjà un moment où la dilatation du col peut progresser de façon spectaculaire. Donc la première chose que nous avons apprise, c'est qu'avant même l'immersion, il y avait une espèce de pouvoir magique de l'environnement aquatique, le bruit de l'eau, etc. Que par la suite, j'ai rapproché d'autres aspects des pouvoirs de l'eau sur l'être humain, tel que le pouvoir érotique de l'eau, qui est bien connu par tous les artistes, quelle que soit leur orientation, tel que le pouvoir de l'eau utilisé par toutes les religions, les sources Holy Springs, tels que les rituels, le baptême, etc. Le pouvoir thérapeutique de l'eau. Donc c'est une façon de prendre conscience de ce pouvoir magique de l'eau, pas facilement expliqué par des moyens, avec le langage des physiologistes. Et puis cette théorie nous permet aussi d'interpréter, de regarder d'une façon nouvelle des comportements qui, à la réflexion, peuvent paraître bizarres. Pensez que quand nous avons une semaine de vacances,
pour beaucoup d'entre nous, que faisons-nous? Que font les gens qui ont une semaine de vacances? Eh bien, beaucoup vont sur une plage et ils passent la semaine à regarder les vagues. Pourquoi il y a des gens qui parlent aux dauphins et aux baleines? Un comportement qui peut paraître bizarre. Et puis, ça permet d'interpréter, en fait, ce dont vous êtes le témoin. C'est que quand Claude Trax décide d'organiser une conférence sur les êtres humains et les cétacés, eh bien, cela lui permet de remplir la grande salle du Palais des Congrès de Versailles. Eh bien, vous êtes tous des chimpanzés marins. Merci.